Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Aujourd'hui, nous sommes en Haute-Savoie et j'ai le plaisir de recevoir Julien Durand. Julien, bonjour. Tu es le cofondateur de Picture, marque d'outdoor créée en 2008 avec deux de tes amis, Jérémy et Vincent. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur l'histoire de la fondation de la marque ? Ça a été lancé d'une espèce de quête de sens que j'ai pu avoir après 3 ans dans le beverage, donc pour d'abord Coca-Cola, puis Oasis, où j'ai beaucoup appris en termes de marketing, on va dire, mais par contre, en termes de achievement, comme les Américains aiment bien dire, c'était pas ce qui me motivait dans la vie, de vendre toujours plus de soft drink à toujours plus de personnes pour faire toujours plus de profit. Et on avait envie de voir quelque chose qui nous donnait du sens. Et quand j'ai appelé Jérémy un soir, le message c'était pourquoi on ne créerait pas cette marque à laquelle on a toujours pensé. Jérémy, il a été impliqué dans le business familial, il était architecte, fils d'archi, frère architecte. Et donc lui, il m'a dit, écoute, moi je suis chaud qu'on se lance. Par contre, si on fait une marque, je veux qu'elle soit complètement engagée dans l'environnement. Et j'aimerais que cette marque, elle soit un peu à la croisée des chemins, entre ce qui nous a fait rêver depuis tout petit, qui sont les valeurs communautaires d'un Burton Snowboard, et les valeurs fondamentales d'un Patagonia, qui était à l'époque la marque de nos parents, mais qu'on respectait énormément pour ses valeurs, moins pour son style. Ils ont su évoluer et être dans l'air du temps aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la marque de mon père. Et du coup, c'est vraiment ce mix entre Patagonia et Burton en 2008 qui a fait émerger la marque Picture. Ce n'est pas une marque comme les autres. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? Picture, c'est une marque à mission. Notre mission, c'est de changer les règles du jeu de l'industrie outdoor. Donc, on se positionne un petit peu en dynamiteur d'idées parce que on sait qu'à l'échelle à laquelle on est en termes de business, en termes de place, en termes de pouvoir, on sera jamais un game changer. Et un Nike ne changera pas parce que Picture fait quelque chose. Par contre, si on montre que certains modèles économiques ont un marché qui existe, peut-être qu'on amènera plein d'acteurs à aller sur ces marchés. Donc ça, c'est vraiment une raison d'être de la marque. Et après, en 3 mots, on s'est toujours différencié par un style complètement unique, par une philosophie tournée autour du développement durable, en produisant uniquement des produits à partir de coton biologique, matières recyclées, matières biosourcées, matières issues de la circularité. Et on garantit que tout ce qu'on produit est fait dans cette démarche, sinon on ne le produit pas. Et une démarche très inclusive au niveau des sports, où on ne s'est jamais revendiqué marque puriste du snowboard ou puriste du ski. On est une marque des great outdoors, donc de tout ce qui tourne autour de l'outdoor et du voyage et de l'aventure. Alors chez Picture, vous parlez de biosourcing. C'est quoi exactement ? Biosourcing, ça signifie qu'en fait, on va sourcer un matériau qui est issu de l'exploitation biologique et non issu du pétrole. Donc quand on oppose vraiment les produits biosourcés aux produits pétrosourcés, par exemple une fibre synthétique polyester, elle pourrait être biosourcée à partir de déchets de canne à sucre qui seraient transformés pour former cette fibre, ou elle pourrait être extraite directement du pétrole. À la fin, la fibre va être la même, mais c'est la manière de l'avoir produit qui est différente. Et le biosourcing est évidemment bien plus cher à produire que les fibres issues du pétrole. La marque est connue pour ses engagements. Là aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Si on part des engagements produits, si on dit que l'entreprise déjà fait des produits, et le cœur d'activité, c'est quand même de vendre des produits, on garantit que tous les produits qu'on fait sont soit issus de l'agriculture biologique, quand il s'agit de produits naturels, type lin, coton, chanvre. Dans les produits synthétiques, aujourd'hui, on a basculé dans l'ère de la circularité. Donc, on produit l'intégralité de nos productions sur des bases de produits issus du recyclage de produits post-consommation. On a décidé d'adresser un problème majeur qui est que deviennent nos produits en fin de vie. Il n'y a que 3% des produits textiles de la planète qui sont recyclés. Les autres sont soit incinérés, soit enterrés. Donc, au lieu de recycler des bouteilles issues de l'industrie agroalimentaire, c'était nécessaire de réfléchir à des forme de recyclage de nos déchets. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on adresse maintenant depuis 2021. Et en termes de produits, on va aller beaucoup plus loin, puisque derrière, c'est des actions de l'ombre. Mais par exemple, nos teintures, au niveau des produits naturels, vont être des teintures Aviterra qui utilisent 90% moins d'eau
pour teindre les produits, donc moins de pollution et moins de pollution des rivières également. On va avoir dans les travaux de l'ombre tout un travail sur les fibres pré-teintes, puisque la teinture représente quand même une énorme part de l'empreinte carbone et hyper énergivore. Derrière, on va avoir la partie industrialisation. Donc, la promesse de marque, c'est aussi d'essayer d'aller vers des pays de production le plus décarboné possible. Parce que l'empreinte carbone d'un produit, elle est souvent issue du mix énergétique du pays dans lequel il est produit, puisque c'est très énergivore. Créer une fibre, la teindre, la laminer, la traiter, et ensuite la produire en termes de produits. Donc, derrière, on va travailler soit sur une transformation des usines avec qui on travaille vers des énergies renouvelables, avec de l'auto-alimentation en solaire et autres, soit vers des mix pays. On va parler par exemple du Vietnam dans le bassin asiatique, qui est à 60% un mix hydroélectrique contre par exemple la Chine, qui va être un mix à 80-90% charbon-pétrole. Et donc du coup, on a vraiment on appelle ça la MAP Policy, qui sont des guidelines qui nous permettent de choisir les lieux de production par rapport à des critères environnementaux et pas que des critères économiques. Concernant vos lieux de production, vous travaillez avec aujourd'hui 22 usines dans le monde. Pourquoi on ne peut pas produire en France aujourd'hui ? Alors, on peut produire en France et il y a des gens qui le font. Après, c'est les modèles économiques de distribution et de schémas de vente qui deviennent une contrainte. Une marque qui va produire en direct va pouvoir se permettre d'acheter, par exemple, une veste 200 € pour qu'elle soit vendue 350, 400 TTC. Et donc là, le fabricant va faire sa marge et va gagner son beurre, va pouvoir faire pérenniser son entreprise. À l'inverse, les modèles de distribution dans lesquels nous, on est engagés, vers lesquels la plupart des marques d'outdoor se sont orientées depuis des années, c'est un modèle de distribution basé sur la revente par des magasins. Donc là, la marque doit vendre à un magasin qui doit vendre à un consommateur. Et dans certains pays, il y a un distributeur. Donc la marque vend à un distributeur qui vend à un magasin qui vend à un consommateur. Et si on veut que tout l'écosystème soit viable, il faut estimer à peu près à 40% de revenus de la valeur d'achat la marge nécessaire à chacun pour faire vivre l'écosystème. Et donc, les pays dans lesquels on peut produire à un coût réduit, c'est les pays essentiellement du bassin asiatique. Et depuis 30 ans, on leur a amené tellement de learning à travers le transfert de compétences qu'on a fait de chez nous à chez eux, puisque c'est dans les années 2000 que les usines européennes ont fermé en masse pour fournir le savoir-faire au bassin asiatique. Et donc, ils ont appris de nous et ils ont amélioré, ils ont développé leur propre machinerie. Et aujourd'hui, rattraper le retard qu'on a est hyper complexe. Donc, sur un vêtement très technique, c'est très complexe. Après, sur des vêtements plus simples, qui nécessitent moins de main-d'œuvre, là, on va avoir moins de problématiques. On a des partenaires comme Boldoduc qui produisent pour d'autres entreprises, mais avec qui on produit quasiment 40 000 pièces en France. C'est des pièces à petit coût de main-d'œuvre, 5 minutes de main-d'œuvre sur la pièce. Donc, vu que le temps humain qui est intégré dans le coût du produit est faible et que c'est uniquement la matière première qui valorise essentiellement le produit, on peut se le permettre. Mais une veste d'outdoor, c'est entre 5 et 8 heures de montage et d'assemblage. Et donc là, on appelle ça le coût minute de la couturière ou de la personne qui fait la couture. Il est trop élevé et on aurait des prix, si on prend un vrai ratio d'une veste qui vaudrait 300 € sur le marché aujourd'hui, si elle était produite en France sur le même modèle économique, elle serait au-delà des 1 000 €. Et donc le prix ne serait pas acceptable. On sait que les règles environnementales sont différentes en Europe et dans le reste du monde, notamment en Asie. Est-ce que vous allez les voir, ces usines ? Est-ce que vous allez sur place ? Est-ce que vous contactez les gens ? Comment vous travaillez exactement ? Comment vous contrôlez les process de fabrication et le respect des règles ? Alors, dans le contrôle des usines, aujourd'hui, il est fait par toutes les entreprises de l'industrie outdoor. On passe tous énormément de temps dans les usines. Et c'est finalement le lien humain qu'on va créer avec les usines. On n'est plus dans un schéma de négociant, acheteur et vendeur. On est vraiment dans un schéma de partenariat. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, si on n'a pas ce schéma de partenariat et de lien humain fort, on n'arrive pas à livrer dans les délais, à amener le niveau de service à nos clients finaux dont on dépend tous la chaîne de valeur. Et la quête de sens que le bassin asiatique, la quête de sens dont ils ont besoin, elle fait partie aussi du processus. Qui est notre consommateur, qu'est-ce qu'il attend, comment nous on peut s'adapter, comment nous on peut améliorer. Et donc on n'est plus du tout dans cette dimension négociant à l'image de la vérité Chigement. Et donc dans ce rapport qui se met en place, la présence et la visite et le lien humain, il est impératif. Ensuite, il y a un vrai problème que plein de gens rencontrent. On a vu des très grandes entreprises qui ont les moyens de contrôle et qui se sont fait avoir avec des productions avec les Ouïghours issus de l'esclavagisme et autres, c'est parce qu'il y a des problèmes de sous-traitance.
Et donc la sous-traitance des partenaires à des sous-traitants qui sous-traitent, derrière, on peut arriver à ça parce que les marques vont trop serrer la vis sur des prix. Et à un moment, dans la notion de partenariat, il faut intégrer que le prix demandé il correspond à la réalité économique de la zone, du marché et de ce qui est faisable. Si on va chercher trop bas, à un moment, si les gens donnent, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il y a un loup. Si on vous vend une côte de bœuf à 5 €, je doute de la provenance de la côte de bœuf. Donc là, c'est exactement pareil. Donc à un moment, il y a aussi des marques qui ferment les yeux, qui se mettent des œillères pour un négoce économique. Ensuite, les labels de certification, c'est ce qui permet à des plus petites entreprises comme la nôtre, qui avons moins de structures, de personnel, qui peuvent passer toute l'année dans les usines, d'avoir un contrôle à l'année. Donc la Fairware Foundation, c'est une société qui organise toute la partie sociale qui, on va dire, norme et qui encadre la partie sociale derrière les entreprises. Donc elles vont auditer les entreprises très régulièrement avec des bilans de notions de progression. Et du coup, les entreprises doivent s'inscrire dans un processus de progression et d'amélioration perpétuelle. Si, par rapport à l'année d'avant, l'amélioration n'a pas été notée, en tant que marque, nous, il fonctionne en good, better, best, on recule d'une case. Et donc, du coup, nous, on n'a aucun intérêt à reculer d'une case, alors que c'est également un moyen on va dire, de séduction auprès de nos consommateurs, de montrer qu'on ne monte pas de blanche, on le fait bien et qu'on fait partie des entreprises les plus engagées. Et donc là-dessus, voilà, il y a un vrai enjeu à ce que les marques mettent la pression sur les usines aussi pour rentrer dans ce processus d'amélioration. Que réponds-tu aux consommateurs qui disent « Oui, Picture c'est bien, mais ils ne fabriquent pas en France ». Aujourd'hui, on crée de la valeur de manière différente en France. On crée de la valeur parce que toute la conception est faite en France, parce qu'on va avoir 100 salariés en France qui vivent d'une économie issue de Picture en France. On fait 70% de notre chiffre à l'export, donc c'est du chiffre d'affaires qui rentre dans les caisses des banques françaises, sur lesquelles on paye des impôts en France. Et aujourd'hui, on crée de la vraie valeur pour l'État français et le système économique français. Donc en fait, c'est presque caricaturer un point qui est aujourd'hui montré du doigt, puisqu'il y a une pression politique sur le Made in France, la réindustrialisation, etc., alors que la création de valeur, elle est notoire. Et quand on regarde les montants qu'on va payer en charges sociales, en impôts et autres, on est des vrais contributeurs à l'économie française et on crée de l'emploi. Donc oui, dans notre modèle économique, on va produire à l'étranger pour arriver à créer de la valeur sur un produit qui n'est pas destiné uniquement à être vendu en France. On le vend dans le monde entier. Et on ne pourrait pas vendre aux États-Unis un produit qui serait produit en France de toute façon. Parce qu'il va partir directement de l'usine sur le marché américain. On fait un tiers de notre chiffre d'affaires sur l'Amérique du Nord. Et du coup, c'est des taxes qu'on ne paye pas aux Américains, mais qu'on paye pour les Français. Donc voilà, toute cette valeur aussi qu'on crée, il faut essayer de réfléchir un petit peu en dehors de la boîte et de se dire quelle est la contribution de Picture. Oui, on ne contribue pas au tissu industriel, mais on contribue à autre chose. 8%, c'est l'impact de l'industrie textile mondiale aujourd'hui au niveau de l'effet de serre. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Tout à l'heure, tu me parlais d'autres solutions, comme de la location, de mettre moins de produits en vente sur le marché. Comment ça marche exactement ? Donc, je vais partir au début de mon pitch là, sur d'abord une introduction macro. Dans les années 2000, alors là, c'est une data française, mais qui peut, à mon avis, se généraliser de manière internationale. On était à 15 pièces textiles achetées par an par habitant. Aujourd'hui, on est au-delà de 30 pièces par an par habitant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 2000 ? C'est l'émergence de la fast fashion avec des groupes comme Inditex, comme H&M, comme Shein, comme Uniqlo. Et donc, ces groupes-là ont amené du très très bas prix et de l'ultra consommable avec une mode extrêmement éphémère qui est changeante tous les mois et tous les 2 mois. Et donc, le mode de consommation des Français en général, puisque là, c'est l'exemple qui est pris, il a évolué vers finalement le besoin d'en avoir toujours plus. Le Covid faisant, il y a quand même eu une prise de conscience collective qu'il fallait essayer d'aller vers plus de sobriété, de consommer moins et mieux. Et donc là, le consommateur, il a eu une réflexion qui est venue servir le discours d'une marque comme Picture. Aujourd'hui, des marques d'outdoor, et là je vais mettre toutes les marques qui sont concurrentes de la nôtre, sont des marques qui sont globalement assez chères, puisque c'est des produits techniques, donc qui sont globalement consommés pour leurs usages, et on n'est pas dans une logique de surconsommation. Donc nous, on a une logique collective de lutte contre la fast fashion, et c'est là où, avec des associations comme En Mode Climat, on contribue avec 500 autres entreprises, et nous, on est contributeurs actifs, puisqu'on fait partie des membres fondateurs, administrateurs, avec une ressource chez nous qui dédie des jours de son temps annuel pour l'association En Mode Climat,
qui a pour but de faire du lobby au niveau de la mise en place de régulation pour réguler notamment cette logique de surconsommation, de solde à outrance, de value for money, qui est plutôt une valeur psychologique qu'une valeur physique. Donc voilà, ça c'est tout un sujet. Et ensuite, en tant qu'entreprise, nous on veut essayer de dynamiser ce consommer moins et mieux à travers des nouvelles manières de créer de la valeur. Donc comment on crée de la valeur différemment que par de la croissance volumique? C'est proposer des entretiens accélérés. On a mis une garantie réparabilité à vie qui permet d'augmenter la durée de vie du produit et qui fait qu'on espère, puisque la norme c'est environ 3 ans pour changer une veste d'outdoor, on passe de 3 à 5 ans. C'est amener une logique d'entretien du produit. C'est réfléchir à la location. Donc là, la location, c'est comment on va vendre des usages et on va arrêter de vendre des produits. Peut-être que d'un point de vue économique, si on vend 10 usages au lieu de vendre 10 produits, en tant qu'entreprise, on arrivera peut-être à faire la même valeur, puisque la location, une fois qu'on a amorti le prix du produit, c'est uniquement du revenu qui va rentrer dans les caisses de l'entreprise. Et du coup, on arrivera à créer un chiffre d'affaires et des revenus qui permettent de faire vivre une économie de l'outdoor de manière différente et moins volumique. On a des réflexions sur la seconde main. Comment aujourd'hui, potentiellement, un client qui veut renouveler tous les 3 ans sa veste, au bout de 3 ans, elle n'est pas obsolète. Comment nous, au-delà d'un vintage, on est capable aussi de créer de la revalorisation, donner de la valeur marketing à ces produits, puisque après, la valeur affective liée au produit, elle est aussi liée au marketing que les marques sont capables de faire pour promouvoir le côté sexy du produit. Et c'est là où, en tant que marque, on a un devoir de rendre aussi ces produits de seconde main outdoor sexy. Il y a des boîtes comme Everride qui sont annéciens, avec qui on a fait un partenariat dernièrement, qui font de la revalorisation de seconde main autour de l'outdoor. Et donc avec Everride, on a créé un shop-in-shop, où là l'idée c'est aussi de donner du crédit à des plateformes comme Everride, au-delà de Vinted, qui vont faire de la vraie revalo de la seconde main outdoor, donner un côté sexy avec des ambassadeurs connus dans l'outdoor, avec des Victor Delerue, des Xavier Delerue, des Colin Balébaz, enfin des gens des Kylian Bron, des gens qui aujourd'hui ont une voix qui porte et qui vont aussi permettre aux gens de considérer l'achat de seconde main comme un achat pertinent. Tu nous as parlé aussi d'un groupement d'entreprises qui réunit plus de 500 marques à travers le monde. Le but de ce collectif, c'est de promulguer des lois ? Alors, le but du collectif aujourd'hui, c'est de faire des propositions de loi et d'avoir un poids au niveau des institutions à la fois européennes et françaises dans les grandes directions. Là, on a la loi AGEC sur l'affichage environnemental sur les produits textiles. Aujourd'hui, si tu laisses faire, c'est les gros groupes puissants comme Inditex, H&M et autres qui vont faire leur lobby européen pour avoir les faveurs de l'Union européenne et pour que ça aille dans leur sens. Donc si nous, en tant que collectif, on n'est pas capable d'avoir une voix et qu'on devienne un contre-pouvoir finalement des géants, et pour être un contre-pouvoir des géants, il faut être beaucoup. Et donc c'est là où le recrutement autour de cette association, l'association avait 100 personnes il y a 2 ans, on est 500 maintenant, on envisage d'être 1000 l'année prochaine. Et donc dans ce collectif, il y a vraiment une approche de réflexion de l'affichage environnemental, c'est aussi de la sobriété, c'est aussi savoir combien de produits on vend et à quel prix. Si tous les produits sont toujours vendus à moins 50%, ça veut dire qu'on est dans de l'accélération de sell-out drivé par le prix et donc du coup de la surconsommation poussée. Et donc c'est comment on se débrouille pour qu'on mette en place des lois qui permettent de consommer le besoin et pas finalement de toujours vouloir consommer plus. Tu parles de compenser le volume via de la réparation, via de la location. Est-ce que ça veut dire que tu es prêt à aller vers une notion de décroissance ? En fait, la décroissance, c'est finalement se flageller. C'est plutôt la réinvention et on va remodeler les modèles économiques. L'objectif, c'est évidemment pas de reculer, de licencier tout le monde et de plus gagner d'argent, puisque ce qui fait que l'entreprise a aussi un rôle sociétal, c'est que elle génère du chiffre d'affaires, elle fait vivre des gens, elle crée un écosystème social et elle crée un tissu qui fait que tout le monde est heureux de vivre et a les moyens de vivre. Donc là, on va pas tous se flageller et dire maintenant on retourne à l'âge de pierre. Par contre, à l'inverse, on va réfléchir à se réinventer. Je vais prendre un exemple très concret. Renault Truck, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Renault Truck vendait des tracteurs de Smirmork. Ils ont décidé de faire du leasing. Donc ils ont amélioré la durabilité de leur moteur. Puisqu'ils faisaient du leasing, il fallait que les engins aillent le plus loin possible pour que ça leur coûte le moins cher possible. Puis derrière, ils ont transformé leur modèle économique en vendant des kilomètres de camions. Donc il fallait créer des moteurs qui consomment moins d'essence pour que ça leur coûte moins cher, pour qu'ils soient plus compétitifs, avec des moteurs plus durables. Et donc du coup, avant, quand ils produisaient peut-être 200 bennes de tracteurs Smirmork, ils généraient X euros. Aujourd'hui, avec 100 bennes, ils sont capables,
en vendant des kilomètres, de générer le même revenu, mais en produisant beaucoup moins et en consommant beaucoup moins de carburant. Donc finalement, ils sont allés vers une économie beaucoup plus vertueuse et ils se sont transformés. Donc aujourd'hui, notre industrie textile, elle doit se transformer. Les modèles dans lesquels aujourd'hui on vit et auxquels on est habitué, en fait, il faut complètement sortir de ça et se dire comment on réinvente nos consommations, on réinvente nos usages et que demain, c'est différent. Donc là, on est en plein dans ces processus de réinvention. Je ne vais pas te donner toutes les clés tout de suite puisqu'on ne les a pas non plus. Quand je te parle de louer les articles, quand je te parle de faire du service autour de l'article, quand je te parle de potentiellement faire du leasing de produits textiles, où ta tenue de ski, peut-être qu'elle sera en leasing pendant 3 ans, tu n'en seras même pas propriétaire. C'est ce que l'automobile a amené dans des nouveaux modèles pour arriver à revaloriser des voitures post-leasing, que les gens puissent quand même renouveler, mais qu'il y ait toujours de la valeur sur le produit. C'est des choses auxquelles l'industrie textile n'a jamais réfléchi, mais il y a des choses à faire. Mais alors, qu'est-ce que vous louez, par exemple ? Tout de suite, on est connu pour l'univers du ski et du snowboard. Donc c'est la première catégorie sur laquelle on a fait de la location. On a amorcé le surf cet été. Tout de suite, on a vraiment amorcé des brides de projets. Donc là, l'idée, c'est de comprendre comment les consommateurs réagissent. On voit à travers les premières tendances que c'est surtout les consommateurs urbains issus des grosses mégalopoles. Essentiellement, si on parle du marché français, Bordeaux, Paris, Rennes. Donc c'est des gens qui consomment la montagne 1 semaine à 2 semaines par an et qui du coup n'ont pas envie de garder dans leur garde-robe des tenues complètes dont ils ne se serviront jamais. Et finalement, ils ont adhéré à cette logique de consommation d'usage et plus de consommation de produits. Par contre, il faut que ce soit friction-free. Donc ça veut dire sans friction pour le consommateur. Donc soit la tenue, elle lui est livrée dans sa chambre d'hôtel ou dans son appartement. Quand il arrive, elle est là. Soit elle arrive chez lui avant qu'il parte. Quand il repart, il faut qu'il ait une petite boîte toute faite qu'il dépose. Il ne faut pas qu'il aille à la poste faire la queue, mettre son enveloppe et son truc. Il faut que ce soit hyper simple. Donc on a des emballages déjà préfaits dans lesquels la personne va juste déposer au relais colis et partir. C'est un bip et ciao. Donc les gens deviennent de plus en plus habitués avec des Vinted et des modèles de conso de ce genre. Et donc sur ce sujet-là, la loc, si elle est sans friction et qu'elle amène un vrai service, elle a du succès. Donc les démarrages sont prometteurs. Tout de suite, on est vraiment au début du début. On n'a pas encore atteint nos seuils de rentabilité, donc on continue d'explorer les sujets. Mais ce n'est pas uniquement la location d'usage qui est la finalité et l'aboutissement. C'est vraiment un package qui est plus global. Est-ce que vous échangez avec beaucoup de marques de l'industrie outdoor ? Je pense notamment à Millet ou à Salomon. Quels sont les échanges que vous avez ? Alors là, ce qui est assez génial, c'est qu'on est passé post-Covid d'une ère de la full compétition à l'ère de la coopétition. Donc on est en compète, mais on coopère. Et du coup, depuis le Covid, avec ces marques, on a des échanges. Typiquement, Millet a lancé son programme de location. On a eu des échanges ensemble communs sur comment aujourd'hui on peut performer dans le programme de location. On a des échanges avec le groupe EOG, donc European Outdoor Group, qui fédère différentes marques. On est 30 marques à travailler sur la transition énergétique de sociétés de filature qu'on a tous en commun, puisque les filateurs, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et donc en Asie, là sur Taïwan, on en a un que des entreprises comme Adidas, Nike, North Face, Millet, Picture, on utilise tous. Et là, on s'est mis ensemble pour porter une seule voix et un seul message auprès de ces gens-là, pour les pousser à transiter d'un modèle d'énergie issu du mix national qui est essentiellement charbon-gaz à Taïwan vers un mix full solaire. Et donc là, on a une transition qui va s'opérer autour de 40% du mix là, dans les 2 ans à venir. Donc c'est une victoire collective. Donc il y a plein de victoires collectives autour de cette coopération. Et dernièrement, là, c'est autour d'autres industries, mais on a participé à ce qu'on appelle la Convention Entreprise Climat. Donc là, c'est 1000 entreprises en France, des entreprises comme Caterpillar, comme là, il y avait Fusalp avec nous, comme Bolduc Industriels, comme le Lyon Rugby, le Loup, comme les stations de ski de Avoria, comme le SF. Donc c'est vraiment complète, c'est issu d'univers divers et variés. Et là, on essaye d'écrire des roadmaps, des feuilles de route pour les 10 ans à venir, en se disant où est-ce qu'on envisage que nos sociétés vont pouvoir muter vers des nouveaux modèles économiques et comment on y réfléchit collectivement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça se passe en 6 phases. On a des phases qu'on appelle le déclic, où là, ça va être des rédacteurs des rapports du GIEC, des gens comme Gilles Boeuf, qui sont des climatologues et des gens hyper pertinents, des grands orateurs, qui te font prendre conscience que
le changement climatique et la science n'est pas une opinion et qu'il y a des données exactes et que sur cette base-là, il faut agir. Et derrière, entre nous, on va commencer à travailler une feuille de route sur laquelle on va se challenger mutuellement entre différentes industries. Puis la publication de nos feuilles de route à la fin de l'année. Rossignol l'a fait l'année dernière, a publié sa feuille de route et a commencé à onboarder sa feuille de route depuis cette année. Donc voilà, il y a des vrais projets collectifs et on se dit que c'est la petite boule de neige qui peut devenir derrière une grosse avalanche. Et cette feuille de route, vous la sortez quand ? On l'a publiée il y a 2 semaines, donc là on est le 15 décembre, donc début décembre. Elle devrait être publiée fin janvier par le groupe CEC. Et derrière, elle va être publique et toutes les entreprises, cette feuille de route est publique pour toutes celles qui la publient. Et du coup, pour nous, ça va constituer une guideline, une roadmap claire sur laquelle on pourra aussi se faire challenger par qui veut la lire et qui veut nous challenger. Et nous, en interne, ça devient aussi un élément de motivation pour les équipes avec des règles de priorité et une vision à 2030 de là où on doit aller. Si on se projette un peu vers 2030, quels sont vos engagements chez Picture ? On va avoir des engagements qui vont être à la fois sociaux, à la fois autour du produit, à la fois autour de la gouvernance de l'entreprise. Si on parle des engagements sociaux, là, en tant qu'entreprise à rôle sociétal, dans le cadre de la certification B Corp, puisque tout est assez corrélé, on a tout un tas d'enjeux sur l'équité homme-femme, sur la position du retour post-maternité des femmes dans l'entreprise, sur le ratio entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires, sur l'inclusivité du handicap dans une vraie stratégie handicap au sein de l'entreprise. Et concernant plutôt l'environnement ? Alors, sur la dimension environnementale, mais le social ne peut pas être dissocié de l'environnemental parce que c'est parce qu'il y a un bien-être social que les gens vont pouvoir s'engager socialement et être des vrais acteurs. Sur la dimension environnementale, on va parler de tout ce qui s'appelle la Restricted Substance List. C'est comment on contrôle 100% des articles qui sortent avec des Restricted Substance List sur l'intégralité même des accessoires qui vont être présents dans les produits, chose qui n'est pas forcément fait en termes de contrôle. C'est une politique moins de 0,5% de SAV, ce qui veut dire qu'on devient plus durable et qu'on crée moins d'obsolescence dans les produits. C'est une stratégie de carry-over qui restreint l'intemporalité des gammes. Ça veut dire qu'on veut que 30% des collections Picture ne soient plus des produits qui se renouvellent, mais des produits reconduits, qui vont installer la marque comme une marque faite d'intemporel. Et quand tu as usé ton produit, tu le changes avec un produit qui est toujours là, mais tu n'as pas besoin de renouveler parce que la nouvelle couleur, elle est bien mieux que l'ancienne et que du coup, on te pousse à consommer plus. C'est transiter 10% de notre modèle économique vers des modèles de croissance non volumique. Aujourd'hui, on tire de la croissance parce qu'on vend plus de pièces. Donc c'est vraiment ça. C'est à travers une enquête consommateur, comment on va répondre à la question, est-ce que Picture vous a amené à consommer moins de produits ? Et donc à cette réponse, aujourd'hui, on va avoir un paquet de consommateurs qui vont nous répondre. Donc on est en pleine étude. Peut-être 40% nous diront oui et 60% non. L'objectif, c'est qu'on soit à 80% de consommateurs qui nous disent oui, grâce à Picture, j'ai pris conscience que je devais consommer moins de produits et je consomme moins de produits. Est-ce que ce n'est pas paradoxal aujourd'hui d'avoir un discours en tant que chef d'entreprise qui est de demander à ses consommateurs de moins consommer ses propres produits ? En fait, tu demandes de moins consommer les produits parce que on pense que nous, notre industrie outdoor, elle ne va pas en pâtir parce que nos consommateurs ne sont pas des consommateurs compulsifs. Et qu'on est vraiment en lutte contre l'industrie de la mode et de la fashion qui, eux, poussent à cette compulsivité et poussent à cette obsolescence programmée. On n'a jamais essayé de développer des produits à obsolescence programmée. Une doudoune en duvet, on les a depuis 20 ans dans les rayons. Elle est toujours noire, kaki et bleu marine. Et c'est pas la doudoune qu'on change parce que la nouvelle est beaucoup plus cool. Donc là aujourd'hui, en tant qu'industrie, on répond quand même à des enjeux d'usage. Et c'est pour ça qu'en tant que chef d'entreprise, je suis assez serein de dire quand vous en avez plus besoin, prenez le nouveau produit. Si vous n'avez pas besoin de l'acheter, louez-le. Et j'espère que ce modèle économique amènera de la rentabilité chez Picture. C'est peut-être chez nous se dire qu'on va gagner de l'argent en vendant du service autour de la réparation, autour de l'entretien et plus forcément autour de la vente d'un nouveau produit. Et peut-être que les 30 € qu'on gagne quand on vend une veste, on les gagnera parce qu'on vendra de l'entretien et on vendra autre chose. Donc en se réinventant, on va créer de la valeur. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de logique récessionniste. En fait, la dimension le mot décroissance est souvent intégré par les chefs d'entreprise comme la récession.
Et quand notre responsable RSE nous parlait de décroissance, c'était ma première hantise il y a 3 ans de dire ouais, il me parle de décroissance, c'est un barjot, en gros il a envie qu'on licencie tout le monde. Et finalement non. Cette logique voulue de décroissance, c'est la décroissance volumique, mais c'est pas la récession de l'entreprise. Donc c'est comment on va réinventer et réimaginer le monde de demain et le monde des biens de demain. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des marques outdoor qui, pour toi, sont dans le déni ? Ouais, des milliers de marques sont dans le déni. Des milliers de marques sont dans le déni parce qu'elles sont sur des logiques où elles répondent à des financiers et des investisseurs qui veulent toujours plus. Il faut des rentabilités à 15%, 20% pour nourrir un actionnariat hyper demandeur en cash. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une logique, on va dire, bienveillante, où des fondateurs vont pousser des idéaux. Là, les grands environnements matriciels de l'investissement, elles sont plutôt autour de l'idéal financier que de l'idéal environnemental. On a quelques capital risques, quelques fonds d'investissement qui se sont dit on devient des fonds environnement, des fonds développement durable. Et donc, on voit les prémices qui s'amorcent de ça. Aujourd'hui, on parle de prémices, c'est même pas 0,1% des fonds. Donc quand les fonds auront un intérêt à faire que 5% de renta, mais quand ils calculeront la performance de leur fonds d'investissement comme potentiellement ce qu'on fait chez Picture, on considère que notre performance est liée au business, people, planet. Business, c'est le cash qu'on génère. People, c'est la dimension sociale et la satisfaction sociale qu'on amène. Et le côté planète, nous, on l'a identifié par rapport à un score Bicorp pour le rendre quantifiable. Mais derrière, on ne considère pas que l'entreprise a eu du succès et le bonus de nos employés n'est pas fonction uniquement de ce qui est généré comme cash, il est fonction des trois paramètres. Et donc, quand ces fonds d'investissement intégreront ces paramètres environnementaux et sociaux, à ce moment-là, on aura peut-être une économie plus réfléchie, plus modérée, et on aura aussi des modèles qui s'accéléreront dans la mutation. Alors une question morale, mais est-ce qu'aujourd'hui l'argent peut faire oublier ses engagements de départ ? De toute façon, par définition, l'argent, elle peut salir. Et l'argent, à un moment, elle entache aussi des réflexions. Donc c'est comment tu redescends sur Terre et quel environnement tu as créé autour de toi pour faire en sorte que le paramètre financier ne soit pas ton paramètre principal. En tant que créateur d'entreprise, à un moment, ce que tu regardes aussi, c'est cette pérennité économique qui fait que tu payes tes salaires à la fin du mois et la pression économique, des fois, est telle que tu pourrais en oublier les paramètres environnementaux et sociaux. Et c'est là où, depuis notre création, on a toujours eu notre petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui s'appelle Florian Paluel, qui est chez nous depuis la création de l'entreprise, qui est notre responsable RSE, qui a cette casquette où lui, finalement, il est le bras droit de la direction, donc il ne dépend d'aucun service. Des fois, la RSE est rattachée au marketing. Chez nous, on a toujours refusé que ce soit ça, puisque ça devient une RSE business. Donc là, elle est rattachée à la conscience environnementale de Picture. Et du coup, dès que nous, on va avoir des visions qui sont presque terre à terre sur la réalité économique, lui va toujours ramener les paramètres au cœur du sujet. Et vu que dans notre ADN profond, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'entreprise, et on revient toujours au sujet des fondements, et c'est comment on crée cet équilibre et cette balance. Et Flo, il aime bien dire, moi je vous pousse pas à la perfection, moi je vous pousse à trouver toujours le bon équilibre qui fait qu'on a une entreprise profitable, qui fait les choses bien et qui les fait au mieux. Mais l'intérêt de tout le monde, c'est que des sociétés comme la nôtre, elles puissent continuer d'exister pour montrer qu'il y a une voie possible pour une économie nouvelle et que la quête de perfection, souvent, elle est liée à l'échec parce qu'on va faire du 100% bio, surtout tout idéalisé, donc on devient hors marché économiquement, ou sinon on va être complètement radical, donc on va être marginalisé et considéré comme hippie. Donc on va dire qu'il y a plein de dérives en allant trop vers les extrêmes. Et c'est comment aujourd'hui on va y aller avec réflexion et modération, mais par contre avec un engagement marqué et pas un engagement marketé. Picture, comme toutes les marques de l'outdoor, travaille et sponsorise des athlètes. Comment vous les choisissez ? Est-ce que leurs engagements environnementaux jouent un rôle ? Et d'une manière plus large, est-ce que pour toi, les grandes marques ont un rôle à jouer auprès de la jeunesse ? En fait, on va avoir deux catégories de riders. On va avoir les riders du sport spectacle, donc souvent des riders sponsorisés par Monster, par Red Bull, par
qui vont être des riders hyper respectables par rapport aux prouesses qu'ils réalisent. Par contre, à l'inverse, pas l'intégralité d'entre eux, mais la plupart d'entre eux sont vraiment tournés autour de la performance et on oublie les valeurs fondamentales, environnementales, sociales et autres que notre industrie doit véhiculer. Et après, tu as les athlètes qui sont les athlètes engagés. Et ça, pour le coup, il y en a de plus en plus. Et c'est ceux vers lesquels nous, on va se tourner. À partir du moment où un athlète chez nous va être chez Red Bull ou chez Monster, ça veut dire que c'est un athlète qui n'est pas dans le cadre de Picture. Parce que déjà, d'avoir choisi ce type de partenaire, c'est des partenaires qui ne sont pas en adéquation avec les fondements qu'on veut véhiculer. Derrière le choix des riders, on a une charte qui est extrêmement cadrée. Leur engagement est clé. Si les riders ne sont pas engagés, on ne veut pas entendre parler de ces riders. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque des riders qui vont prôner sur leur Instagram et autres des déplacements héliportés, motoneige et autres, c'est des riders qu'on évince directement de notre radar, même si c'est des très bons athlètes et des athlètes très influents. Donc on va vraiment vers des athlètes qui se tournent vers l'aventure, et on considère que finalement, le sport aventure, qui est dans notre ADN profonde et qui est comment on a imaginé la marque depuis le début, c'est là où on doit enraciner à travers nos athlètes les valeurs de la marque. Et c'est en ça que des gens comme Aurel Lardy, un de nos athlètes clés à Chamonix, comme Thomas Delfino, même comme nos anciens, Jules Bonner, athlète ski des Arcs, c'est des mecs, même après leur carrière, continuent d'être ambassadeurs et athlètes Picture parce que ils sont à 200% dans l'ADN, dans les valeurs. Et c'est des gens qui aujourd'hui se sont reconvertis. Par exemple, Jules Bonner s'occupe de la Freeski Academy des Arcs. Donc en gros, son rôle, c'est de coacher tous ces nouveaux jeunes freestylers et freeriders de demain. Et les valeurs qu'il incarne auprès de nous et qu'on continue de lui amener, de le nourrir, dont on continue de le nourrir avec, il va les véhiculer auprès de ces jeunes. Et pour nous, c'est hyper important. Alors, il y a une mouvance et un vrai débat parmi les riders aujourd'hui de ne plus prendre l'avion ou de moins prendre l'avion, de ne plus aller faire de films à l'autre bout du monde. Alors chez Picture, vous financez encore des projets comme votre dernier film, Chronoception. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer à aller rider des pentes à travers le monde ou est-ce que Picture va continuer à promouvoir ce type de pratique ? En fait, on a toujours prôné la modération. Ça veut dire qu'à un moment, c'est pas parce qu'une fois par an tu prends l'avion, t'es quelqu'un de mauvais. Et t'es pas obligé de te radicaliser pour être quelqu'un de bien. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, la plupart de nos riders, ils se disent moi, je veux pas prendre l'avion plus de 2 fois par an. J'étais à 20 voyages par an dans le début de ma carrière, entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé que pour mon activité, 2, c'est le maximum que je peux me permettre. Ce qui est marrant, c'est que c'est des athlètes qui, pour la plupart chez nous, on les a amenés là-dedans il y a 2 ans et maintenant le font eux-mêmes de manière proactive, calculent leur propre impact carbone et se disent moi je me mets à un seuil à 8 tonnes de CO2 et du coup comment je me limite à 8 tonnes de CO2 ? Et peut-être que je vais me limiter ailleurs mais que je vais faire mon trip. Et en fait c'est plutôt de cette manière-là, de cette manière issue de la modération et de la réflexion qu'on veut amener les gens à réfléchir. Et tout à l'heure c'était pareil, tu parlais de récession et autres. Et on le lit toujours à ce mot flagellation. On n'est pas obligé de s'auto-flageller et de s'interdire tout et toute pratique. Même s'il y a une urgence climatique, il y a aussi un besoin de bien-être et d'équilibre. Et on sait que si tout le monde est capable de consommer de manière modérée, aujourd'hui, collectivement, on arrivera à ce plus 1,5 des accords de Paris, qui est l'engagement qu'on essaye tous de respecter. Une dernière question sur l'entreprise, c'est le label B Corp, qui est un label international, qui est un label très holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce label, pourquoi et comment vous l'avez choisi, et combien l'entreprise l'ont aujourd'hui ? Donc le label, il va évaluer l'entreprise sur 5 grands piliers. Le pilier de la gouvernance, le pilier de la collectivité, le pilier des collaborateurs, le pilier des clients et le pilier de l'environnement. Et donc du coup, sur ces 5 grands piliers, on va avoir quasiment 50 questions. Chaque question va permettre de marquer des points. Et du coup, on va avoir un score. Il faut avoir un score de 80 sur 200. C'est extrêmement exigeant en termes de certification, puisque seuls 3% des entreprises qui aujourd'hui demandent la certification l'obtiennent. On est à environ 3000 entreprises certifiées à date. Patagonia a été un des pionniers de cette certification avec aujourd'hui un score autour de 150. Donc là, on a commencé, nous, sur la première certification en 2018, on a été certifié avec 86 points. On a été recertifié aujourd'hui, on peut annoncer un 105 points B Corp.
Donc, on a mis en place sur les 3 dernières années, puisque c'est tous les 3 ans que tu te fais recertifier, tout un process d'amélioration et tout un process de structuration interne. Donc, là où c'est extrêmement exigeant, c'est que tout doit être formalisé. Même si, par exemple, en termes de gouvernance, tu as défini un leadership de management de manière informelle, s'il n'a pas été formalisé au niveau d'un comité de direction avec une équité homme-femme et des salaires homogénéisés, tu n'as pas le score. Même si toi, de manière informelle, tu considères que tu as 5 référents clés dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est des choses qui t'obligent en tant qu'entreprise à formaliser tout un tas de choses. Ta stratégie handicap, même si tu fais des choses pour le handicap, si elle n'est pas clairement définie, contractualisée et autres, elle te prend 0 point. Il y a une stratégie il y a un élément par rapport aussi à la mission d'entreprise. Si elle n'est pas rédigée dans tes statuts d'entreprise et déposée au greffe du tribunal de commerce, on considère que tu as 0 sur entreprise à mission si la mission n'est pas dans les statuts. Donc du coup, ça a amené aussi plein de formalisation dans l'entreprise entre la première étape où on était à 85 et aujourd'hui où on est à 105. Et il faut pas oublier qu'on n'a que 15 ans. Donc 15 ans, à l'échelle d'un humain, c'est finalement l'adolescence. Donc on a encore un immense parcours à parcourir. Mais voilà, on formalise, on se structure et j'ai envie de vous dire que sur cette certification, Patagonia est quand même un vrai mentor pour nous parce qu'ils ont réussi à structurer, formaliser et engager de manière super forte pour atteindre ces 150 et on s'appuie vachement sur le benchmark de ce qu'ils font pour avancer. Tu nous disais que cela pouvait concerner tous les types d'entreprises, mais dans le secteur de la montagne et dans l'outdoor, on sent une plus grande responsabilité en termes d'engagement. Est-ce que tu ressens ça aussi ? Clairement, en fait, vu que nos terrains de jeu, ils se désagrègent, et c'est palpable, je veux dire, quand on est dans le monde de l'alpinisme ou du ski, on voit la neige qui fond d'année en année à vue d'œil, les glaciers qui se retirent, et du coup, vu qu'on est les premiers témoins de ce changement climatique, on a cette sensibilité-là, et on se dit, nos terrains de jeu sont en train de se dégrader. Donc, on a d'autant plus envie de s'engager que nous, on s'amuse et on vit, et on s'éclate, et c'est peut-être presque notre raison d'être d'aller passer du temps dans les grands espaces. Ces engagements, on parle beaucoup d'engagements depuis le départ, ces engagements, comment ils sont venus quand vous avez créé la marque ? Vous aviez fait un constat particulier, vous l'aviez déjà, ou c'est un travail que vous aviez mené au moment de la création ? Alors, j'ai envie de te dire que de notre trio, j'étais peut-être le moins engagé, je suis devenu peut-être le plus radical des 3. Parce que finalement, j'avais jamais eu de vraie prise de conscience. Je consommais la montagne, comme tous les consommateurs du ski ou du mountain bike l'été. Et je t'avoue que d'un point de vue médiatique, on n'était pas suffisamment nourri d'informations. Donc on n'était pas dans le déni, on était finalement dans l'inconscience. Et Jérémy, qui est issu du monde de l'architecture, dans sa société familiale, il a été un des pionniers de la création des maisons passives, des maisons sans impact, à prôner la géothermie, les pompes à chaleur comme système de chauffage depuis déjà les années 2005, alors que c'était quasiment pas développé. Donc lui, il a eu ça quasiment dans le sang, en héritage familial. Et donc lui, il a vécu l'enjeu autour des bâtiments et des émissions des bâtiments qui sont presque dans les émissions les plus émissives de la planète, aujourd'hui reconnues. Et donc, quand il a poussé ce positionnement de marque autour de l'engagement, on l'a suivi, on a adhéré, et petit à petit, on a fait notre connaissance, on a petit à petit identifié les enjeux, et après, on est rentré dans une logique de progression et d'amélioration permanente. Alors, une question plus personnelle. Toi, à titre personnel, est-ce que tu calcules ton empreinte carbone ? Ouais, maintenant, on s'amuse à le faire. En fait, les ACV, on les a fait pour l'entreprise depuis 2012. Puis après, on a commencé à s'amuser à les faire pendant le Covid, où on a fait des ateliers de calcul d'empreinte carbone individualisés. Et derrière, on s'amuse à jouer avec ça également. Et quand je te parle des athlètes qui doivent avoir... on estime qu'en tant qu'athlète, ils doivent avoir une réflexion de modération autour de leurs usages. Et s'ils doivent modérer leurs usages d'avion, ils doivent l'intégrer dans leurs ACV personnels. Finalement, nous, on doit montrer l'exemple. Donc, on est presque les premiers ambassadeurs de ce qu'on souhaite que les gens fassent. Et si nous, on ne le faisait pas pour nous, on n'aurait aucune légitimité à demander aux autres de le faire pour nous. On est toujours dans les questions personnelles. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans la montagne ? Ce que j'aime dans la montagne, c'est le silence et l'évasion. Moi, j'aime partir en rando à 5h du mat,
Après, j'aime rider avec ma famille parce que maintenant que je suis papa, j'aime partager ce que j'ai vécu et ce qui m'a passionné, amené à créer Picture depuis des années. Mes enfants ont 6 ans et 8 ans, donc leur transmettre, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Partir en VTT dans la montagne, c'est finalement la voir sous un autre regard. Mais ce que j'aime, c'est cette quiétude et on sort de cette vie urbaine. Et pour le coup, nous, à Annecy, on n'est pas non plus dans l'excitation urbaine, mais j'ai même fait le choix d'habiter loin de la ville parce que j'aime pas la ville. Et du coup, c'est pas forcément les stations de ski. Non, faisons les stations de ski, grands espaces, se faire 3 jours le tour de la Meige, se faire un raid d'aventure avec les copains pendant 5 jours à traverser la Corse. Ouais, ça, je trouve ça assez excitant parce que tu vis des aventures humaines en montagne que tu vis nulle part ailleurs. Et du coup, c'est des expériences, ça t'amène de la débrouillardise, ça t'amène plus d'énergie, ton corps est plus fort, t'es moins malade, ça a plein de bienfaits. Qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui avec tes clients, les clients de Picture? Par exemple, amener des gens qui pratiquent pas, les emmener à pratiquer la montagne, parce qu'on dit que pour bien protéger, il faut aimer. Est-ce que ça peut faire partie des missions de Picture? Alors j'ai envie de te dire, dans l'outdoor, on a quand même cette force, c'est que c'est pas un business dans lequel tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Et donc du coup, tu t'investis par passion à la base et t'essayes d'en vivre. Et donc, du coup, on a plein de nos clients, on va dire 80%, qui sont plutôt borderline, en mode survie, plutôt que des gens qui sont dans l'abondance totale. Donc, on est déjà dans un écosystème de passionnés. Et les gens qui sont employés aujourd'hui chez nous et dans l'outdoor en général sont des gens, ils vont pas travailler à Genève pour gagner 3 fois le salaire parce qu'ils bossent pour une industrie de passion. Et le monde du sport, comparé au monde de la pharmaceutique, du tabac, de l'alcool, du beverage, de la food, ils auront jamais des revenus aussi importants. Donc, si on n'aime pas profondément et de manière passionnée l'outdoor et le sport, on peut pas vraiment être dans cette industrie. Et je t'avoue que même dans les recrutements des salariés qu'on fait, s'ils sont pas passionnés, on les recrute pas. Parce que même s'ils sont hyper compétents, ils seront toujours en décalage. Et on a besoin d'une équipe soudée. Et comme tu dis, on doit aimer pour transmettre. Et soit certains ont le potentiel d'être convertis, mais sinon, on considère que c'est pas possible de travailler avec un financier qui est pure finance et qui s'en fout complètement de l'outdoor. Tu parles de tes salariés, de tes collaborateurs, des équipes de Picture. Est-ce que la nouvelle génération qui arrive est plus investie? Est-ce qu'elle te surprend? Et est-ce qu'elle vous pousse à aller plus loin dans vos réflexions et dans vos engagements? Alors, elle est ultra exigeante dans les attentes et la quête de sens. On a même des nouveaux qui arrivent, qui croient que Picture est une ONG. Et que du coup, on est là pour sauver le monde. Et que vendre un produit, c'est mal. Mais à un moment, on doit quand même vendre des produits pour générer des profits, utiliser ces profits à bon escient et créer des produits avec le plus faible impact. Mais si on considère que déjà vendre des produits, c'est mal, ça devient compliqué. Et du coup, c'est assez marrant parce que on a des jeunes qui arrivent, ils sont dans la désillusion totale et au bout de 6 mois, ils repartent. D'autres qui, à l'inverse, se sont investis d'une mission et veulent utiliser leur métier à bon escient. Et donc, du coup, vont te challenger à te dire moi aujourd'hui j'ai pas assez d'outils pour calculer l'empreinte carbone typiquement de mon produit, je dois aller plus loin, il me faut des outils, par exemple Clear Fashion, ils ont développé un outil, il faut l'incrémenter. C'est ce qui s'est passé dernièrement chez nous. Donc je prends un exemple très concret, on doit l'incrémenter dans notre PLM, donc c'est le système informatique de gestion de la création de l'offre. Et à partir de ce moment-là, nous, chefs de produit, on pourra piloter l'empreinte carbone du produit et savoir si on doit mettre du lin, du chanvre ou du coton sur cet empiècement pour favoriser un matériau plutôt qu'un autre. Et donc, du coup, ils ont envie aujourd'hui de donner encore plus de sens et rien ne doit être laissé au hasard. Donc ça c'est à la fois challengeant, c'est excitant et ça permet d'aller plus loin. Sur votre site, ici en Haute-Savoie, il y a beaucoup de transparence, ce qui est assez rare sur des sites de marque. Est-ce que c'est une vraie volonté de votre part? Mais en fait, je pense que si tu es transparent, tu es considéré comme honnête. Et du coup, des faiblesses sont plus des faiblesses, ça devient des forces. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on dépend d'un écosystème. Parce que, je vais prendre un exemple très concret, sortir des polybags plastiques qui emballent chaque produit pendant tout le transport du produit, du fabricant jusqu'au revendeur, qui va être déchiré par le revendeur pour mettre le produit sur cintre.
on essaye aujourd'hui de rentrer dans une politique zéro polybag et zéro plastique. Sauf que il faut protéger les produits. Dans les chaînes logistiques, les logisticiens ont des entrepôts qui sont sales. La manière de manipuler les produits, elle est faite avec des gens qui portent pas forcément des gants. Donc les partenaires dans les usages ne souhaitent pas changer. Certains partenaires, même revendeurs, te disent vous repolybaguez avant de nous livrer ou on refuse les livraisons. Et donc du coup, on a des freins qui sont liés à l'écosystème. Donc on est dans une dynamique où on doit sensibiliser, transformer, et c'est le management du changement et de la transition qui prend du temps et qui des fois est trop lent par rapport à ce qu'on aimerait, mais qui nous freine. Donc c'est là où des fois l'écosystème global te freine, et du coup en termes de transparence c'est important de le communiquer. Sinon on pourrait juste te dire ouais ça arrive dans des sacs plastiques, vous vous prenez pour qui à nous dire vous allez sauver le monde et finalement tout est plastifié. Non, en fait on a des engagements sur lesquels on peut agir directement, d'autres où on peine et on y travaille. Et du coup, c'est hyper important d'annoncer clairement la couleur et de dire qu'on y travaille. Et c'est peut-être la pression du consommateur final auprès des détaillants, auprès du grand public, qui fera qu'on amorcera des changements plus rapides. Donc en fait, c'est par l'éducation, je pense, qu'on amorcera des changements qui seront rapides et efficaces. Alors, on entend beaucoup qu'en 2050, il y aura peut-être plus de ski, ou en tout cas dans beaucoup moins de stations, avec un modèle qui va être très différent. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Écoute, moi je pense que la montagne, de toute façon, elle va se réinventer, elle va pas mourir. Elle existe depuis des millénaires, elle va continuer à exister depuis des millénaires. Il y a toujours eu des gens, même avant Jésus-Christ, qui vivaient en montagne et qui étaient passionnés de la montagne. Donc ceux-là, on les perdra pas. Et l'aménagement qu'on a fait aujourd'hui de la montagne, on l'utilisera à d'autres escients. Et l'aménagement, qu'il soit en termes de logement ou qu'il soit en termes de remontée mécanique ou autre, finalement, j'ai envie de te dire, il est là. Maintenant, utilisons-le et ne le laissons pas pourrir. Et quand on voit des stations comme les Arcs, qui sont capables de se réinventer totalement avec des offres estivales autour de l'escalade, de la randonnée, du VTT électrique, avec la tyrolienne, avec l'accès à des cols en haute montagne qui permettent à des gens qui n'ont pas la capacité physique de faire 2000 mètres de D+, ils vont monter à 3000 et puis ils vont faire une petite rando qui les monte à 3004. Ils ont eu ce sentiment d'être en très haute altitude. Et donc du coup, tu vas pouvoir amener d'autres expériences humaines. Et je pense que la montagne, il faut l'expérimenter et la vivre pour l'aimer. Et le suraménagement, évidemment, on va pas prôner pour. Mais par contre, l'aménagement tel qu'il a été fait et comment on doit continuer de le faire vivre, je pense qu'il a un avenir. On a un film qu'on sort là prochainement avec Michael Darling, qui est un de nos riders surf. Et donc lui, son papa est un activiste environnemental contre la déforestation sur l'île de Tofino au Canada. Donc là, le Canada, un des plus gros exportateurs de bois dans le monde, ils sont sur de la surexploitation. Et son message et son discours, c'est nos passions et notre lifestyle, il est issu de lieux de pratique qui sont naturels, mais qui doivent être, on va dire, aménagés avec parcimonie. Et c'est dans la modération qu'on arrivera à maintenir un écosystème sain. Mais dès qu'on rentre dans les excès, finalement, on détruit. Et c'est plutôt de la lutte contre les excès sur laquelle on doit se battre, et pas la lutte contre un aménagement modéré, réfléchi et sain. Et quand on réfléchit aujourd'hui, peut-être une remontée mécanique, il faut la réfléchir pour dans 40 ans, pas pour les 5 années à venir, même si elle est rentable au bout de 5 ans. Et si on pense que dans 40 ans, dans les usages de la montagne, elle sera nécessaire et elle apportera une vraie valeur ajoutée, installons-la. Si elle ne l'apporte pas, ne le faisons pas. Alors, quelques chiffres pour terminer. 22 usines dans le monde, c'est ça ? Ouais, 22. Quel est le nombre de collaborateurs aujourd'hui dans les équipes de Picture ? 100 en France. Après, dans le monde, on bosse avec beaucoup d'indépendants, donc on va avoir une centaine d'agents indépendants qui vivent à 90% grâce à Picture. Donc on pourrait dire que notre écosystème direct, c'est plus de 200 employés. Mais les employés qu'on a en contrat de travail, aujourd'hui, on peut parler de 100 personnes. Combien de points de vente répartis en France et dans le monde ? 2500 points de vente environ répartis sur 42 pays. Est-ce que tu es capable de nous donner le nombre de références produits ? Aujourd'hui, on va avoir à peu près 400 à 500 produits par collection, avec une vraie volonté de réduire de quasiment 40% ce nombre de références à 2030. Donc tout à l'heure, quand je parlais de sobriété, créer de l'intemporalité et créer moins de choix pour des usages bien identifiés, ça permettra aussi de rentrer dans cette logique de besoin par les usages,
de consommation par les usages et pas forcément de consommation parce que c'est cool et parce qu'il y a de la traîne. Et on ne doit pas avoir 10 produits pour un usage. Donc là, on doit re-rentrer dans cette dynamique on appelle ça le SKU reduction. C'est dans notre langage technique la réduction du nombre de références pour éclairer l'offre des consos pour qu'il y ait moins de confusion. Comment se répartissent les ventes de produits ? En fait, on va avoir, là aujourd'hui, fin 2023, on est à 60% du chiffre qui est fait par le ski snowboard, donc le vêtement technique de montagne. On a ensuite 10% qui est fait par le vêtement randonnée, 5% par le vêtement de mountain bike et le reste par ce qu'on appelle l'outdoor lifestyle. Donc c'est du vêtement outdoor utilisé dans la vie de tous les jours. Et notre vraie ambition, c'est aujourd'hui de réduire la part du ski, évidemment, pour être de moins en moins dépendant de la neige, et avec un vrai engagement à développer l'offre hiking, trekking, mountain bike, outdoor, pour que l'usage à l'année de la montagne représente la majorité de nos ventes. Et quel a été votre chiffre d'affaires 2023 ? On a clôturé à 42 millions de chiffre d'affaires. Et comment vous vous situez par rapport à ce chiffre ? En fait, on est dans la lignée du plan stratégique qu'on avait mis en place, puisque avant le Covid, on faisait 28 millions. On avait prévu de clôturer à 32 millions l'année du Covid. Donc là, on a reculé à 24 millions. Et on avait prévu d'atteindre 42 millions l'année suivante, ce qu'on a atteint. Aujourd'hui, on est sur un phénomène de marché qui va être très stocké, puisque le Covid a amené beaucoup de ruptures, a amené du surachat, puisqu'il y a eu un engouement énorme pour la montagne. Le marché est en train de se réguler. Donc là, on devrait vivre des années, a priori, de plateau avant de réfléchir à des croissances potentielles, parce qu'on doit re-réguler le marché qui a vécu cette espèce d'excès d'outdoor et qui aujourd'hui se remodère et se retempère. Pour Mountain Changemaker, est-ce que tu aurais des petits tips à nous donner pour mieux acheter ? Est-ce qu'il y a des matières à regarder ? Est-ce qu'il y a des labels à aller chercher ? Après, en termes de matière, j'ai envie de te dire, si on parle d'un vêtement outdoor technique étanche, là, il va falloir regarder l'origine des matériaux. Donc, soit on va travailler sur des matériaux qui ont une durabilité importante. Des labels comme Cordura vont être des labels hyper clés. On va regarder l'origine de la matière et il faudrait essayer de favoriser les matières soit issues du recyclage, donc là le PET, donc les bouteilles de plastique, ça reste le plus commun. Essayer de réfléchir à tout ce qui va vers la circularité. On est quelques marques aujourd'hui à avoir fait ce mouvement. Donc Patagonia est dans la boucle, nous on est dans la boucle. On a des marques même comme Quicksilver qui commencent à y réfléchir. Donc ça va être une nouvelle forme de matière première. Donc ça, c'est à regarder. Ensuite, il va falloir regarder la capacité du produit à être réparé. Les garanties de réparation, pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va rallonger la durée de vie d'un produit pour un client ou même lui amener un service après-vente à la hauteur de ce qu'on peut attendre quand on dépense entre 300 et 500 euros dans une veste. Donc ça, la réparabilité, c'est clé, ce que peut garantir la marque. Et ensuite, ça va être la capacité de la marque à pouvoir, et là on reste dans la réparabilité, mais ne pas changer tous les accessoires de la veste tous les ans, ce qui fait que si on pète une pression ou quoi que ce soit, la veste va être foutue. Et donc du coup, c'est la capacité de l'entreprise à garantir de l'intemporalité dans son accessorisation. Et on n'y pense pas souvent, mais une pression pétée sur un pantalon, on peut plus le fermer, donc ça devient quand même compliqué. Donc le pantalon a plus de valeur, alors que si cette pression chez la marque, elle était récurrente d'année en année, on n'a pas besoin de changer de pression, on pourrait réparer en 2 temps 3 mouvements le produit. Donc voilà un petit peu les 5 tips, je pense, sur un vêtement outdoor qu'il faut regarder. Et quand on parle de transition aujourd'hui, de changement de modèle dans l'industrie du textile, et puis peut-être dans le monde de la montagne plus particulier, qu'est-ce qui t'agace ? Moi, ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui, on considère que la transition, c'est faire du Made in France. Et qu'on nous parle que de Made in France parce qu'il y a un tapage médiatique autour du Made in France. Et que oui, c'est un enjeu et il ne faut pas cracher dessus. Mais qu'en fait, c'est tellement plus global et qu'on caricature l'engagement à du Made in France. Et ça m'agace. En tant que marque engagée, en tant que chef d'entreprise engagé, en tant que personne engagée, as-tu suivi la COP28 ? Finalement, l'engagement de la COP28 pour aller vers l'abandon des énergies fossiles, on s'est adapté au pays qatari pour que ce soit un abandon à 2100. Donc on n'est pas dans un abandon maîtrisé, c'est un abandon quand il n'y a plus de ressources. Donc pour moi, c'est une totale supercherie et que aller
vers l'abandon des énergies fossiles, ça devrait être finalement la roadmap des 20 prochaines années. Et ça ne devrait pas être la roadmap des 50 prochaines années. Donc finalement, les Qataris ne veulent surtout pas perdre $1 de la perte des énergies fossiles. Et donc, on s'est tous esclaffés, on s'est applaudis à dire on a trouvé un compromis. Mais bon, c'est un compromis qui, objectivement, est à des années-lumière des accords de Paris. Alors, on revient peut-être sur des questions plus personnelles. Est-ce que ça t'arrive à toi d'être en contradiction avec tes engagements ou avec les engagements de Picture ? Ouais, ça m'arrive d'être en contradiction avec mes engagements et Picture. Aujourd'hui, je voyage que en van. Et quand je regarde l'impact carbone de mes vacances, finalement, des fois, je ferais mieux de ne pas voyager en van et de réfléchir un peu plus sobre. Mais après, c'est le mode de vie familial qu'on s'est donné à aller de spot en spot. Et c'est comme ça que nous, on est heureux en tant que famille. Et donc, du coup, c'est ce qu'on s'octroie. Mais à un moment, si on était aussi radical que ce qu'on veut être avec Picture en termes d'engagement, je ne devrais pas le faire. Alors, c'est drôle, ça, parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les valeurs de l'entreprise qui ne correspondent pas forcément aux engagements personnels. Picture, on va over loin et on va au-delà de ce que même personnellement, on fait des fois, quoi. Et une dernière question, est-ce que tu t'autorises aujourd'hui certains comportements en raison des engagements que tu prends à côté ? Alors je t'avoue que vu que j'ai toujours été dans la modération, je me suis dit je le fais avec modération. Et tu vois, aller très loin dans les végétariens, je respecte les gens veggie, mais moi je mange de la viande une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours et ça me va bien et j'aime bien ça. Et tu l'as vu dans l'interview, on a toujours prôné cette modération. C'est comme ça qu'avec Jérémy et Vincent, on gère nos vies. Et du coup, c'est comme ça que nous, on s'entend autour des grandes valeurs de Picture, qui est aller chercher comment on fait de manière modérée, réfléchie et avec un impact qui est maîtrisé. Finalement, c'est comme ça qu'on gère nos vies. Donc, je t'avoue que je suis dans la radicalité de rien et j'essaye de tout faire avec parcimonie. Et ouais, c'est comme ça qu'on a trouvé notre équilibre. Bien, merci Julien d'avoir répondu aux questions de Sound of Change, le podcast de Mountain Changemaker. Je vous invite à découvrir tous nos programmes vidéo sur la plateforme et à suivre nos prochains épisodes. À très bientôt.